Oui, ta vie nous laisse à méditer. La vie d'un Congolais qui était né jumeau dans les années 20 à Maboukou, dans l'actuel département du Niari, et qui avait commencé sa scolarité à l'école primaire de la mission évangélique suédoise de Dolisie. Il a connu la grandeur et il s'est opposé à toute forme de déclin. La grandeur, oui, il l'a connue ici en France, où il est arrivé pour son premier voyage, un séjour de formation à l'école syndicale de la CGT, une formation partagée avec Ahmed Sékou Touré, notamment. C'était en janvier 1949. La grandeur en France, il l'a connue dans des conversations ô combien riches, ô combien enrichissantes et éclairantes, surtout quand il les évoquait avec la mémoire d'éléphant que tout le monde lui reconnaît. Il a eu ces conversations avec De Gaulle, avec Mesmer, avec Mendes France, les amis français qui lui sont restés fidèles, tels Jean de Menton, le fils de l'ancien ministre de la Justice du général De Gaulle, autant de personnages, autant de personnalités qui ont eu à témoigner d'année en année sur ce que la vie de Simon-Pierre Kikungango et son œuvre auront été. La grandeur, oui, il l'a connue au Congo, son pays. Il l'a connue en Afrique, bien sûr, mais il l'a connue surtout au Congo. Ministre d'État, on l'a dit, en 1957. Ministre ensuite dans tous les gouvernements du président Youlou, sous le régime de la Première République, jusqu'à la chute de ce régime en août 1963. Il était avec son frère, Victor Satou, ensemble lorsqu'il s'était rendu à la maison d'arrêt. Il a connu la gloire, oui, mais il a su les limites du rôle d'homme politique. Il a su surtout les limites de la gloire politique. Voilà un homme qui, depuis 1958, avait choisi d'être en même temps un entrepreneur. Il était exploitant forestier. Et chaque fois, lorsque la situation politique du pays l'exigeait, les dirigeants, plus ou moins informés, sans doute bien intentionnés, allaient le chercher. Il revenait pour dire sa parole, pour indiquer ce qui lui paraissait comme devant être la voie à suivre. Ainsi était-il revenu lorsque Marien Ngouabi, en août 1968, ayant réalisé ce que l'histoire officielle du Congo appelle le mouvement insurrectionnel du 31 juillet 1968, le capitaine Marien Ngouabi lui fait appel, il arrive, il suit tous les débats qui conduisent à la création du CNR. La majorité dans cette salle lui demande d'être le président. Il décline cette offre. Il finit par accepter d'être vice-président. Mais plus jamais il ne reviendra dans ces débats parce que, considérait-il, sa vision du socialisme n'était pas celle-là. Il reviendra aussi lorsque, comme vous le savez, en 1991, le peuple congolais exige la démocratie pluraliste et la conférence nationale souveraine apparaît à l'horizon. Il est mobilisé par des forces politiques et sociales et il arrive à Brazzaville où il finit par jouer le rôle de vice-président, l'un des vice-présidents de la conférence nationale souveraine. Sans doute lorsque son corps lorsque la dépouille mortelle sera exposée au palais des congrès, peut-être les murs du palais du Parlement pourront-ils parler et rappeler combien son rôle avait été efficace pour que la paix se maintienne dans ces assises qu'était la conférence nationale souveraine. Papa, tu es parti. Tu diras à Mama Bouanga, tu diras à Maman Nzaou,
tu diras à Maman Assitou que leurs sœurs qui sont restées gardent les enfants, que les enfants gardent les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Tu diras que ta grande famille, qui n'était pas que biologique, est auprès de toi et espère aussi, comme toujours, que tu veilles sur elle. Nombreux et nombreuses sont ici qui entendent encore ta voix, qui entendent encore tes conseils. Tu diras aussi que l'homme politique que tu as été est chargé d'une mission. Nous avons dit, tu es présent dans notre histoire. Alors tu diras à Jean-Félix Chikaya, qui t'avait introduit, qui t'avait initié à la politique, tu lui diras que le combat que vous meniez pour l'émancipation des peuples noirs et du peuple congolais est un combat qui se poursuit. Vous vous battiez pour des terres, que les Noirs aient des terres et les cultivent et les fructifient. Le développement que vous recherchiez, ce processus, de génération en génération, nous le continuerons. Tu diras au président Opango, qui avec Chikaya, tous les deux, qui avaient été les leaders, qui de 46 à 58 avaient marqué l'histoire du pays, tu diras à celui que tu appelais toujours par son prénom Jacques, que le peuple congolais continue le combat pour que l'unité nationale puisse exister, non pas sur les bases factices, mais sur l'égalité de tous devant l'État, l'égalité de droit, comme lui-même, Jacques Opango, vous l'enseignait. Tu as parfois eu à dire, partout d'ailleurs, que Jacques Opango était sans doute dur aux yeux de certains, mais il disait la vérité. Et Jacques Opango était un bon éducateur, soulignais-tu. Et alors que Jacques Opango dise que le pays doit se développer, il doit se développer dans l'égalité des chances des citoyens, l'égalité des chances des régions, l'égalité des chances des originaires de toutes les ethnies. Tu diras au président Youlou que l'idée de république que vous défendiez et pour laquelle lui n'a eu que des gouvernements d'union nationale durant toutes les années qu'il a été président de la République, et déjà quand il était Premier ministre, que cette idée de République est une idée pour laquelle, un idéal même dirais-je, pour lequel le peuple congolais continue le combat. Tu diras au président Massamba Deba, ton très cher ami, celui avec lequel, à Boko, lorsque tu étais en résidence surveillée après la Révolution, celui qui prenait les plus grands soins pour que tes conditions soient les meilleures possibles, tu diras au président Massamba Deba que le peuple congolais est toujours debout. Et Marien Ngouabi, le jeune président qui t'y admirait et qui t'avait admiré, qui t'avait désiré comme devant être celui qui conduirait le pays dans une vision du socialisme qui sans doute n'était pas la tienne, celui avec lequel tu avais cependant eu les échanges fructueux que l'on sait et que les historiens trouveront sans doute on ne peut plus édifiants, tu lui diras aussi que le peuple congolais continuera à rechercher la paix, que la force armée n'est pas une force pour le dictat, mais que la force armée pour un peuple doit être pour défendre la nation, défendre la démocratie et les libertés. Papa, tu avais beaucoup aimé Barack Obama. Tu étais un disciple de Nelson Mandela, mais pourrions-nous dire disciple, surtout si nous pensons que d'aucuns voyaient en toi un Mandela. Mais tu as eu cette lecture précieuse
le livre préfacé par Barack Obama, le livre « Les dialogues de Nelson Mandela avec lui-même », dans lequel, le 1er janvier 1964, Nelson Mandela écrit à l'un de ses petits-enfants, qui avait fait un rêve et qui avait fait part de ce rêve à Nelson Mandela. Voilà ce que j'ai trouvé dans l'un des ouvrages, dans cet ouvrage de Mandela, préfacé par Obama, cet ouvrage dans lequel, à cette page-là précisément, tu avais souligné ce passage. Je vais juste en lire le début. Je vois l'explication de ton rêve dans le simple fait que tu lis plus profondément les leçons de l'histoire de nos ancêtres. Tu considères leurs actes héroïques au cours de ce siècle immortel de lutte comme un modèle de la vie que nous devrions suivre aujourd'hui. Quand leur pays était menacé, ils faisaient preuve de patriotisme des plus ardents. De même qu'ils ne cherchaient pas à échapper à leurs devoirs sacrés en prenant prétexte de la primitivité de leur système économique ou de l'inefficacité de leurs armes. La génération actuelle ne devrait pas se laisser intimider par les disparités que l'équilibre actuel des forces en présence semble impliquer. Mais notre héritage ne serait pas complet si nous oublions cette lignée de héros indigènes qui servirent de détonateurs à des conflits majeurs et qui se comportèrent tout aussi magnifiquement. Voilà une page dont tu as souligné des lignes. Voilà sans doute l'une des lectures que tu aurais voulu nous conseiller, toi dont certains ont vu la bibliothèque à Dolisie, toi dont certains ont vu la bibliothèque à Paris, toi avec qui beaucoup ont échangé. Et tous et toutes ici t'ont vu toujours lisant un journal hebdomadaire, quotidien, mensuel, toujours ouvert sur le monde et pour le monde. Lorsque tu reviendras dans nos rêves aussi, tu nous diras comme le petit-fils de Mandela, tu nous diras ce que Mandela a dit à son petit-fils et tu nous expliqueras. Tu reviendras dans nos rêves, mais tu es toujours avec nous, papa. On t'appelait Kisunga, c'était l'un de tes pseudonymes. Kisunga est celui qui donne la direction. Kusungikisa, c'est rendre droit. Et peut-être toujours chercherons-nous à suivre ta voie, la voie de la droiture dans la justice.